L'équipe arrive. Nous avons donc le réalisateur, Hardy Walter, nous avons le producteur, nous avons deux acteurs. Et cette équipe sera interviewée par le journaliste d'Europe, Mathieu Alterman, qui doit être par ici. Mathieu. Voilà, donc je laisse la parole à Mathieu, qui va interviewer toute l'équipe. Alors, bonjour. Oui, je laisse l'entretien démarrer. J'ai 3 annonces à vous faire avant, et puis après on va commencer l'entretien. D'abord, concernant le buffet. Vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est formidable, mais c'est toujours une épreuve quand on est nombreux pour le buffet. Donc, s'il vous plaît, évitons le chaos, essayez de rester dans une queue, de commencer par où la queue commence, non pas tous se précipiter vers les plats qui vous intéressent le plus, et prenez une assiette, si vous en prenez 2, il n'y en aura pas pour tout le monde, et des couverts, et suivez la file. Ça, c'est ce qui concerne le buffet. Merci de respecter un tout petit peu de discipline pour le bien de tous. Deuxième annonce, on vous a distribué, je vous ai distribué des dépliants à l'entrée, c'est pour vous encourager à adhérer à l'association Yiddish pour tous. Sans vos adhésions, sans votre soutien, aucune de nos activités ne peut exister. Je me tiendrai au fond de la salle et vous pouvez adhérer et verser votre cotisation. Point numéro 3, nous avons aujourd'hui la chance en plus d'avoir parmi nous les auteurs, enfin le dessinateur de la bande dessinée Varsovie, qui existe en français et en yiddish, l'histoire du ghetto de Varsovie en bande dessinée, et sa traductrice en yiddish, Rosine Loeb, donc ils seront à une table et ils pourront vous dédicacer les ouvrages. Merci. Merci, c'est très pratique, merci. Je vous donne un micro. Les lumières, s'il vous plaît. On va rallumer les lumières. Je pense que le premier mot qui va me venir à la bouche, c'est merci pour ce film. Parce que merci, vraiment, c'est ce que... Je commence par une chose que je pense qui est importante. C'est la première chose qu'on voit sur l'écran, c'est 21 juin, le premier jour de l'été. C'est quelque chose d'important à rappeler. Ce film commence le premier jour de l'été. Vous pouvez nous développer un petit peu ceci J'ai lu une interview de vous qui m'a vraiment énormément intéressé. C'est que vous disiez que vous avez fait ce film parce que vous ne vous retrouviez pas souvent dans la plupart des films qui traitaient ce sujet. Et vous vous êtes dit, si je pense ça, il y en a sûrement d'autres qui le pensent, on va tous se retrouver aujourd'hui là-dessus. Bonjour. Oui, alors vous faites le lien entre deux choses auxquelles j'ai jamais vraiment pensé, en vérité, mais c'est intéressant. Vous m'entendez bien, hein? Ça marche? Ouais. On va s'asseoir, on sera plus sympa. Oui. Je suis désolé, je viens d'arriver à l'instant. En fait, moi j'ai un problème, j'avais un problème, j'espère l'avoir résolu, mais j'avais un problème, j'allais dire, avec l'historiographie presque du cinéma qui traite de la Shoah, puisque pour moi il y a presque un interdit de la représentation de la destruction. Et je comprends mal comment on peut décider de faire un film qui va effectivement montrer tous ces gens qu'on voit d'ailleurs dans le film, j'espère le mieux possible, dans des états toujours de dégradation de plus en plus avancés, dans la destruction, etc. Donc, c'est un peu le point de vue qu'avait Lanzmann. Oui, alors d'une certaine manière, mais c'est vrai que j'enlèverai après mon gant, Antoine. Ok, merci Antoine. Donc c'est vrai que j'avais ce problème-là et je me suis dit, finalement c'est vrai, c'est le premier jour de l'été, mais lié à peut-être à cette entame, l'idée était la suivante, c'est-à-dire de montrer les gens vivants, c'est-à-dire pour qu'on comprenne ce qui avait été enlevé et retiré peut-être à l'humanité et au monde, c'était non pas de les montrer dans la destruction, mais vivants et vivants jusqu'au bout et pleinement vivants et dans toutes leurs problématiques et peut-être dans ce qu'il y a de plus fort, qui est effectivement cette dernière journée d'été. C'est éviter à tout prix le pléonasme.
Oui, on peut dire ça comme ça. Et par rapport à Lanzmann, c'est sûr que, pour revenir à ce que vous évoquiez avant, moi c'est un film qui m'a... Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que Shoah de Lanzmann, c'est un film de cinéma en fait. Les gens oublient aussi beaucoup ça. C'est un film extraordinaire. Donc, et d'une certaine manière, on voit aussi les gens vivants, mais vivants après, et évidemment plus du tout vivants de la même manière. Mais oui, je suis certainement aussi influencé en creux par ça. Alors, comment on fait quand on est un jeune réalisateur, qu'on va voir un producteur et qu'on lui dit alors j'ai un projet, c'est mon premier film, ça va être en yiddish, en noir et blanc, et ça va se passer en 1941. Les gens se disent il est complètement michiégué. Ne le faites pas surtout, c'est risque d'avoir des problèmes de financement. Mais en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir un producteur de départ extraordinaire qui est ici, qui est Jean-Charles Lévy, je vais lui passer le micro. Qui a fait en sorte que le film se fasse, et bizarrement il s'est assez bien fait, c'est-à-dire que l'idée était tellement dingue d'une certaine manière que ça a fonctionné. Bonjour, je suis Jean-Charles Lévy, donc le producteur, enfin un des producteurs. Un film comme ça, c'est un film qui est compliqué à monter, surtout qu'entre-temps on a eu le Covid, on avait les tensions de la Russie qui était à la porte de l'Ukraine. Au final, effectivement, comme dit Adrien, avec l'énergie et l'envie, finalement les choses se font, même si c'est effectivement très très compliqué. Mais on a eu énormément de challenges à surmonter sur le film. On a eu l'aide très forte de l'Ukraine, du pays, qui a voulu absolument que le film se fasse et qui a financé à peu près un tiers du budget du film. On a eu cette aide aussi au niveau logistique, puisqu'ils nous ont donné un terrain sur lequel on a construit le village que vous avez vu, qui y est toujours, et qu'avec Adrien on a décidé de laisser pour le transformer en un musée de la culture juive ukrainienne, qui n'est pas ouvert encore évidemment, mais qui le sera après la guerre. Voilà, donc plein de challenges, mais quand on veut, on peut. Vous montrez à travers le film une société extrêmement diversifiée, des gens habités par des courants contradictoires, les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre, quelqu'un qui est au milieu, qui est modéré, parce que finalement ce qu'il y a de plus dur dans la vie c'est d'être modéré, c'est ce que montre un petit peu le film. Shtetl sans eux, parce que c'est clin d'œil à Georges Perec, pas de la disparition, un monde disparu, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, cette composante de société totalement fragmentée, elle existe encore. Elle existe encore dans un pays, vous connaissez très bien, qui s'appelle Israël. Il y a toujours cette composante et ces courants qui s'entrechoquent. Oui, alors il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est moi j'ai pas voulu montrer une opposition entre religieux et pas religieux. Ça c'est souvent quelque chose que les gens ils peuvent me renvoyer ça. C'est une question qui est intéressante, mais c'est pas l'idée. C'est-à-dire que en fait, l'idée religieuse, le sentiment religieux, il est partout dans le film, en fait. C'est-à-dire que même le personnage principal, il dit jamais qu'il a coupé avec la religion. D'ailleurs, il dit même à un moment, quand il prend les étudiants, enfin ceux qui sont censés aller étudier à la yeshiva et qu'il n'y a plus d'avenir pour ça, et qui les emmène vers le chemin du travail, il dit, moi, je continue, en fait, à vivre avec la Torah. Il le dit, en fait. Donc, c'est simplement, et même lui, ça infuse en fait chez lui de toutes les manières. On voit d'ailleurs dans le film qu'il a été certainement un ancien élève prodige, mais tout ce qu'on appelle la chassidoute en fait, c'est-à-dire l'esprit du chassidisme, tout ça qui est très présent dans le village, infuse absolument partout. Donc ça, c'est y compris chez les gens qui soi-disant auraient l'impression de couper avec la religion. En fait, en vérité, ils sont pétris de ça. Et puis le deuxième élément que vous mentionnez, pardon, c'est le fait que on retrouve ces divisions en Israël. Mais il y a une différence majeure avec Israël en fait, qui dans ce film, qui est qu'à l'époque, avant la Shoah, les gens vivaient ensemble. C'est-à-dire que dans les shtetl comme ça, les gens, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils sont en colère, même s'ils peuvent avoir des avis extrêmement opposés, ils vont, comment vous dire, ils vont se retrouver à la table du Shabbat, enfin ils vont se retrouver... oui, en tout cas, même ceux qui ne prient pas se retrouvent là-bas. Donc,
après la Shoah, il y a, et déjà, bon, c'est quelque chose qui est à l'œuvre déjà peut-être pendant la guerre, mais aux États-Unis en particulier, il y a des reconstructions déjà de communautés racidiques qui vont se construire complètement hors sol, c'est-à-dire séparées du reste du monde. Même chose en Israël, les gens sont séparés du monde, c'est-à-dire parlent le yiddish parce qu'ils ne veulent pas parler l'hébreu, ce qui est encore une autre problématique. À l'époque, les gens ne se posent pas cette question, ils parlent yiddish parce que c'est leur langue déjà, pour commencer, et puis deuxièmement, ils vivent quand même dans le même topos, quoi. Habituellement, dans les films, quand on a des flashbacks qui sont en noir et blanc et le présent est en couleur, vous avez fait évidemment le contraire. Vous pouvez nous développer la couleur, parce que le passé est digéré, il est doux. En fait, bon, déjà j'avais envie de faire de la couleur en fait, donc à un moment je me suis dit comment je vais la mettre. Et c'est évidemment, on n'a pas grand chose dans le cerveau humain d'autre qu'une représentation de noir absolu pour s'imaginer la mort en fait, en vérité, ou la destruction. S'il y a des gens qui imaginent la mort en couleur avec des trucs super, hein, c'est génial, mais je veux dire, donc c'est vers là qu'on se dirige. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir c'est-à-dire que, vu la tonalité du film et là où on va, la couleur, c'est les jours d'avant, c'est les jours plus heureux, en tout cas moins dramatiques que ce qui arrive. Mais je dis quand même toujours que c'est pas un film en noir et blanc, c'est un film gris. C'est amusant parce que c'est ce que je pensais tout de suite, et d'un seul coup, il y a le discours sur le gris qui corrobore finalement tout ce qu'on a vu depuis le départ. Oui, mais d'ailleurs, il a raison, le rabbin, parce que j'ai tourné le film en couleur en fait, hein, et puis ensuite je l'ai passé en noir et blanc. D'une certaine manière, ce film, ce gris, il contient toutes les couleurs. Comment ça se passe quand on se lance dans un film qui est quand même une chose technique, on a peur, on est inconscient. Moi, il y a un plan, je n'ai pas compris comment il y a un plan, c'est le plan de la partie de Samuel. Mais ça, je ne vais pas vous dire. Mais c'est un... Ouais, mais moi, j'ai été, d'une certaine manière, opérateur pendant longtemps des propres documentaires, je suis caméraman, donc en fait j'adore la technicité des choses et j'ai surtout eu un chef opérateur là sur le film absolument génial qui s'appelle Vladimir Ivanov, qui a eu d'ailleurs une Palme d'Or en 2011 et puis qui avait, je sais pas, William Auger qui était le steadicammer qui était vraiment dingue, et puis le chef d'écho, parce que tout ça se passait ensemble. C'est un caméraman qui est très fort, quoi. Voilà. Donc, il a une caméra attachée en fait comme un juste au corps, la caméra est une extension organique de son corps comme un troisième bras. Donc oui, ça a été un peu un balai aussi à chaque fois à répéter, parce qu'on a construit un village, il y a une trentaine de maisons, c'est un peu viscontien hein, comme truc, hein, donc, et il fallait, donc tout était pensé pour pouvoir faire circuler la caméra, et puis voilà. C'est un projet mûri combien d'années en amont? Alors, non, mais 2014, j'ai eu 2014, j'ai eu l'idée, je crois. Je sais pas. En fait, c'est Jean-Charles qui a stimulé, qui a lancé le projet, parce que j'avais l'idée dont je vous ai parlé au début du débat, en fait, en vérité. Mais je me suis pas dit je vais le faire tout de suite, c'était pas possible à l'époque. Je travaillais sur des tas de films avec Jean-Charles, j'étais à des tas de postes différents, j'ai fait plein de choses sur les films, j'ai fait plein de trucs, donc je me disais que j'étais trop jeune et pas assez techniquement capable de faire un truc comme ça. Et puis ça s'est présenté un jour, et puis voilà. Vous voulez pas poser des questions aux acteurs? Ben si, c'est il y a Daniel Koenigsberg qui est formidable, qui joue le père du personnage principal, et Antoine Millet qui joue Follet. J'imagine que c'est... Vous pouvez les applaudir, allez-y. Les gens même aiment le méchant, entre guillemets. Les gens aiment le méchant. Le méchant, c'est ça. Bon. Mais il est très gentil en fait. Hein. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, en fait, je vous suis sur Facebook depuis longtemps. C'était drôle parce que, voilà,
Quand on a un méchant dans un film, ça me semble bizarre d'entendre ça. C'est un projet qu'on ne peut pas refuser parce que soit on arrive. En fait, c'est typiquement un film, soit il va être extraordinaire, soit ça va être une catastrophe absolue, mais ça ne peut pas être au milieu. Donc, oui, surtout, j'avais pas d'autres projets. Donc, non, bien sûr qu'on ne peut pas refuser. Et puis au début, même, on s'est rencontrés un midi sur l'île Saint-Louis. Il m'avait envoyé le film, on a parlé du film, et puis il m'a dit, à la fin du repas, il m'a dit, c'est toi qui as le rôle. Et j'y croyais pas trop, je me disais bon et tout. Et après, il m'a envoyé des messages dans la journée, dont un petit personnage, je crois que j'ai encore avec un smiley, mais c'est super. Et donc, je me suis dit, c'est génial et tout, mais je voulais pas trop en parler parce que je me disais, c'est un peu. Je sais pas si ça va vraiment se faire. Et tout s'est vraiment fait. Après, il y a eu le Covid pendant cette année-là, donc ça a été reporté. Et il m'a dit, tu vas commencer des cours de yiddish, tout ça. Moi, tu m'avais demandé. Voilà, mais justement, je suis un peu ému parce qu'il y a la première personne qui m'a initié au yiddish, je pense qu'il ne se rappelle pas de moi, c'est monsieur Charles Goldschlager qui, en fait, c'était pendant une session Zoom, pendant le Covid, on était une classe avec beaucoup de gens sur Zoom, donc vous avez vu ma tête en petite fenêtre, et je m'étais inscrit pour commencer. Voilà, j'avais dit que c'est. Ce que je vous ai dit, c'est pour un film, vous pensez, ça va être en Ukraine, quel accent il faut faire. Et vous m'avez dit, de toute façon, ça n'ira jamais. Alors maintenant, d'habitude, j'en parle en disant, j'ai été formidable en yiddish, mais là, j'ai la première personne qui peut-être va me dire que c'est pas tant. Il était bon, complètement nul, faut nous le dire, en fait, c'est ça, c'est vous qui serez Voilà. Donc ensuite, j'ai eu mon coach qui s'appelle Lily Rosen, qui était coach dans la série Unorthodox, qui a coaché Shiraz, qui est acteur aussi, qui joue le rôle du rabbin un peu Breslev, qui parle dans l'allée avec le jeune Mendeleu, et qui jouait dans Unorthodox le personnage du rabbin méchant. Maintenant, c'est moi qui suis venu. Rajouter juste une chose, c'est qu'on a fait pour le film, on a fait un casting vraiment international, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont yiddishophones de naissance, américains, qui étaient en rupture avec le milieu dans lequel ils ont grandi. Donc, même pour eux, en fait, au début, c'était pas si évident de jouer en yiddish, parce que c'est souvent une langue avec laquelle ils ont coupé. Et puis il y a des acteurs comme Daniel, par exemple, qui va en dire un mot, qui, je sais pas comment on peut dire en fait, qui connaissait, je sais pas comment dire. Vous connaissiez le yiddish, mais... Déjà, quand Adi m'a parlé de son projet, il m'a envoyé le scénario, j'ai lu, je lui ai dit c'est très intéressant, je retrouve toutes les composantes des livres de Rachel Hertel sur la mutation de la société juive de cette époque. Je lui dis, moi, ça m'intéresse pas si c'est pour yiddish. Et il me répond, c'est en yiddish. Après, moi je parle pas yiddish, mais quand je dis je parle pas yiddish, c'est un peu comme beaucoup de gens dans la salle. Je parle pas yiddish, mais comme disait Kafka, vous connaissez toujours plus de yiddish que vous croyez. Et j'ai dans ma langue française certainement une centaine de mots en yiddish, et que je ne convoque pas uniquement les jours de fête, les week-ends, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire comme yiddish. Si ça a du time, ça a du time. Mais être un comédien qui joue en yiddish, c'est pas un métier, il n'y a pas d'avenir du tout. Je pense. À partir de là, oui, moi j'ai été, mes grands-parents parlaient yiddish, comme tout le monde, mes parents parlaient yiddish quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. J'ai fait de l'allemand 2-3 ans au lycée, je suis hébraïste, et donc j'ai plongé. J'avais un autre enjeu personnel par rapport à cette histoire, c'est que mon fils Sam, qui est mort il y a 10 ans, était un étudiant de yiddish, et il en était déjà à traduire, c'est un élève de... comment ça s'appelle ? Niborski. Il en était déjà à traduire les poèmes de Sutzkever. Donc c'était un niveau assez élevé. Donc pour moi, c'était aussi lui rendre hommage que de faire ça. Comme Antoine, nous avons travaillé énormément.
enjeu, c'était que mon partenaire, et aussi le partenaire d'Antoine, Moïse Nobel, et donc lui, issu d'un milieu satmar, d'orthopraxie juive, qu'il a complètement quitté, mais en même temps, quand on dit que le yiddish c'est Mameloshen, là c'était vraiment Mameloshen. Il a été élevé dans le yiddish. Donc il fallait qu'on soit au level. Il n'y a pas un décalage entre le père et le fils. On a travaillé beaucoup par Zoom avec Elie Rosen, qui était une assistance précieuse et qui était tout le temps là. Et j'ai passé 3 mois à marcher avec des bandes-sons dans les oreilles pour que, arrivé sur le plateau, le problème du texte, de la langue ne soit plus un problème et que quand on fasse le travail d'acteur et qu'on soit dans une émission avec cette caractéristique mais qui apparaît comme une difficulté, mais c'est presque une aide. C'est comme vous l'avez vu, nous travaillons en plan séquence. En plan séquence, on est dans un rapport au temps et à l'imprégnation du jeu qui est proche de celle du théâtre. C'est-à-dire qu'on rentre dedans et on barre comme ça pour 5, 6, 7 minutes. Alors qu'au cinéma, les plans, ça peut faire 1 minute, 2 minutes, c'est déjà beaucoup. Et champ contre champ, etc. Donc, au niveau de l'interprétation, je dirais que ça aide, parce qu'on plonge dans quelque chose. On plonge très fortement. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le yiddish, je crois. Je voulais juste dire à propos du yiddish, vous imaginez bien que dans un groupe comme le nôtre, votre film a aussitôt déclenché une polémique. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que de la même manière que le Gehackte Leber, le foie haché, n'est pas aussi bon que celui de ma mère, de la même manière, ce yiddish-là, c'est pas le yiddish de chez moi. Mais j'ai entendu même tout et le quand on parle contraire. pas yiddish. Mais on sait que c'est pas le bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui connaît le yiddish, on comprend tout. Non, on comprend pas. Non. Ma question, c'est est-ce que vous comprenez le yiddish en général? Parce qu'on comprend tout. Quelqu'un qui parle le yiddish comprend tout, de la même manière que les juifs d'Europe de l'Est se comprenaient d'un côté de l'autre de l'Europe de l'Est, même quand ils venaient de Roumanie, de Lituanie ou de Pologne. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est formidable. C'est formidable, on ne va pas faire la fine bouche quand il y a un film en yiddish qui sort tous les 10 ans. Je voudrais féliciter les acteurs quand je dis tous les 10 ans. Je voudrais vraiment dire que c'est extraordinaire et qu'on comprend très bien quand on connaît le yiddish. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Je disais heureusement parce que c'est un film qui a... Ça marche, hein? C'est un film qui a fait, je crois, maintenant près de... Je sais pas, on a fait plus de 100 festivals, je pense, du film internationaux. On a dû en faire plus d'une centaine. Heureusement que ce n'est pas à chaque fois des groupes yiddishistes, parce qu'on en a eu quelques-uns, et sur des séances spéciales. Mais quand même, le film était porté aussi par des gens dont c'est la langue maternelle. Beaucoup de certains acteurs, certains de ces acteurs-là étaient en plus de ça très, j'allais dire, au moment du tournage, concentrés sur la langue, puisqu'ils se réapproprient d'une certaine manière leur propre langue. Donc voilà, après c'est vrai qu'on a enfin moi j'ai pas voulu faire un film en yiddish en fait, moi, donc pas du tout même. J'ai fait un film en yiddish parce que c'était la langue de ces gens en fait. C'est pas je vais faire un film en yiddish. Je veux dire, donc s'il y a des gens qui ont envie de faire ça, c'est super, mais c'était pas mon truc quoi. Donc moi je voulais rendre justice aux gens dans la façon dont ils étaient vivants, et c'est vrai que c'est aussi important d'avoir des acteurs qui étaient parfaitement capables de le parler, puisque c'était leur langue maternelle. Et il y a aussi, bien sûr, dans le film de l'Ukrainien. Oui, il y avait 25% d'Ukrainiens. Moi, je voudrais juste te dire qu'étant un juif séfarade qui ne comprend pas le yiddish, je trouve que le yiddish est très bon. Oui, bien sûr, il y a des yiddishians aussi après nous, hein, donc on va vouloir à tout prix, c'est ça comme tu veux. Avant de passer. On a déjà eu une projection en Belgique où ça s'est mal fini. Ils se sont carrément battus. On n'allait pas jusque là en fait, parce que ils se sont battus sur l'histoire du shtetl. Puisque ça c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Donc il y a un type qui s'est levé qui a dit c'est pas un shtetl.
Ah, j'ai dit, si, c'est un shtetl, c'est-à-dire que. Il dit non, c'est un dorf. Je n'ai jamais entendu ce mot-là, vraiment. Et je lui ai dit, ça n'aurait pas été. Le film va sortir. Alors déjà, c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y a des. Parce qu'en fait, un shtetl, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas un village juif. Un shtetl, c'est un village où la majorité des gens sont juifs. Ça peut être aussi un faubourg, une petite ville, presque un quartier même parfois. Mais c'est pas forcément un... Donc là, c'est vrai que c'est très paysan, parce que j'étais aussi influencé par les livres de Aaron Appelfeld, par les récits raciques de Martin Buber, enfin des choses comme ça. Donc j'ai voulu le situer comme ça, dans un endroit un peu imaginaire. Mais il y a quand même des gens qui sont ukrainiens dans le film, ils sont là le jour ils sont représentés pendant la scène du marché, ils sont représentés par le personnage de Demian qui est un fils de paysan ukrainien. Mais c'est vrai que là ils se sont carrément, ils sont vraiment engueulés sur l'histoire du Dorf. Et je lui ai dit au type, mais bon, faut pas s'énerver, le film va sortir aux États-Unis en mai 2024, donc il sort sur tout le territoire américain dans quelques mois là, enfin et je lui ai dit quand même, Dorf c'est pas hyper commercial quoi, parce que shtetl aux États-Unis ils savent ce que ça veut dire. Même OSNL, même Jimmy Fallon il sait ce que c'est qu'un shtetl. Et puis surtout vous n'aviez pas de... Dorf, on va pas avoir le même public, il faut peut-être avoir les paysans de l'Oklahoma. Au niveau hashtag c'est quand même beaucoup moins performant. On va passer, j'imagine, à quelques questions du public. Moi, j'ai juste une question à vous poser avant, c'est que maintenant vos visages et votre travail est familier pour nous. Quels sont vos prochains projets, où vous voir, sur quoi vous allez travailler? Alors moi, je prépare un film de braquage, d'action complet, en langue corse. Mais c'est vrai. Et vous ne pouvez pas sur le nom, parce que là, vous allez avoir des engueulades, mais c'est peu violent. Nous, les gentils, les corses. J'étais clou. Moi j'ai joué encore un autre religieux sur une série qui va passer sur Canal+, où j'ai un petit rôle, mais cette fois c'est un religieux séfarade. Voilà, et une série qui va s'appeler Fièvre, qui va passer sur Canal+, c'est la série de Ziad Doueri, et qui avait fait Baron Noir. Et j'ai un petit rôle aussi dans une autre série avec Jamel Debbouze et Ramzi Bedia, donc ça n'a rien à voir. Moi j'ai beaucoup de projets, mais j'en ai un qui me tient beaucoup à cœur, qui est en fait un film sur Camp David 1978, donc la paix entre Israël et l'Égypte, parce qu'à un moment donné il faut parler de paix. Oui. Alors oui, effectivement, il me le rappelle, mais je suis tellement proche que j'en parle pas. C'est Adi qui a écrit en fait le script, et donc c'est Ziad Doueri qui va réaliser le film. Moi, je n'ai aucun projet, mais il y a un film chinois là, mais je ne peux pas trop en parler. On vous applaudit bien fort, merci beaucoup. Allez-y, on va très loin. Allez-y. Oui, c'est ça, autour du buffet, sinon. Ouais. Vous m'entendez? Allez-y bien fort, parce que... Alors, je vais crier. Je m'adresse à Monsieur Daniel Königsberg. D'abord, à vous tous, bien sûr, mais à Monsieur Daniel Königsberg en particulier. Est-ce que votre vécu et votre rôle m'ont extrêmement impressionné? Taisez-vous, madame. Vous avez travaillé votre idée pour ça et vous avez réussi quelque chose. Je pense que vous l'avez fait beaucoup à la mémoire de votre fils et c'est probablement de là qu'est venue cette extrême émotion père-fils. Ça veut dire dans le film, entre vous et Mendeleev. C'est vrai, mais il y a aussi autre chose. Il y a une rencontre d'acteurs. Déjà, il faut dire une chose. Moi, je salue Adi de m'avoir proposé une chose dont lui pensait que je pourrais la faire, alors que moi, je ne le savais pas. Ça, c'est intéressant. C'est déjà de la direction d'acteur de faire ça. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que on s'est rencontrés avec Moïse Lebel. Il m'a raconté son histoire. Et son histoire, c'est l'histoire d'un gamin qui se fait tirer par son père à 15 ans et qui se retrouve dans la rue, homeless, et qui, après avoir vécu dans ce milieu bien concentré, fermé, se retrouve ailleurs. On peut ressentir ça aussi dans sa partition, d'ailleurs. Et on s'est raconté nos histoires.
Et on s'est servi de nos histoires d'une façon extrêmement impudique au profit du film. Je comprends. C'est se mettre nu. Je dirais que en hébreu, aruz, ça veut dire nu et ça veut dire rusé. Pour moi, c'est les qualités de l'acteur. C'est grâce à ça que dans ce film, le ressenti du spectateur est quelque chose d'inédit. Je crois que je n'ai jamais ressenti cette chose-là dans un film. Évidemment, il va aussi avec que mes parents étaient au shtetl, que je viens de ce milieu. Mais pas seulement. Ce rôle entre vous et Mendele m'a extrêmement touchée. Je vous remercie, je suis content d'être venu. Et je veux dire aussi une chose, c'est que le visage que j'ai dans le film et le visage que mes arrière-petits-enfants que je ne connaîtrai pas verront au cinéma quand je serai plus là, et en même temps, ils verront le visage de mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, mais qui lui a connu la fin du film. Ça s'appelle la transmission. C'est un truc quand même. Merci. Une question là. Oui, Micro, s'il vous plaît, micro. Il arrive le micro. Oui, vous m'entendez? Oui, je voudrais bien sûr vous remercier. Et de la grande qualité du film, je voudrais dire deux mots tout de même, de choses qui ne transparaissent pas trop dans votre film. C'est l'héritage énorme des Juifs de cette région-là, des Juifs d'Ukraine, et en particulier chez les grands scientifiques, les grands intellectuels, ce qui n'apparaît pas vraiment dans le film. J'ai fait récemment à la Bibliothèque polonaise un topo sur les fondements logiques de l'argumentation, et j'ai cité un certain nombre de logiciens qui sont tous originaires de ce coin-là, c'est-à-dire Tarski, Robinson, Samuel Eilenberg, tous ces gens qui sont brillantissimes, qui sont à l'origine de la science moderne, viennent de ces endroits-là. Je voudrais rappeler aussi que le plus grand d'entre nous au XXe siècle, pratiquement, l'immense mathématicien qui s'appelait Alexandre Grothendieck, est aussi originaire de ce coin-là. Son père était effectivement d'un shtetl d'Ukraine, de l'ouest de l'Ukraine. Donc je voulais rappeler ce point-là des Juifs ukrainiens. Je voudrais rappeler aussi que quand il a fallu faire le projet Manhattan, donc la bombe atomique, pour arriver avant les Allemands, les Américains n'avaient pas de mathématiciens assez fort pour le faire, et que c'est Stanislas Ulam de l'université de Lvov qui n'avait pas été réalisé. Merci. Oui. Du tournage. Combien a duré le tournage du film? La durée du film, le tournage. Ah, le tournage, je sais plus combien, 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines, mais il y avait énormément de préparation. Pour répondre à monsieur, merci d'avoir soulevé ce point, c'est intéressant. Après, moi, j'ai pas fait un documentaire, donc voilà, mais je sais, ce que vous dites est vrai, hein, je n'ai pas évidemment d'ostracisme du tout, mais c'est vrai que là, on n'est pas forcément sur un niveau de prix Nobel de mathématiques dans ce petit village-là. Et ça ne veut pas dire que leurs cousins ne sont pas des... Mais ils sont d'ailleurs, si vous faites attention, c'est quand même des gens plutôt brillants aussi, des gens. On va peut-être prolonger la discussion. J'ai juste une question, après on y va. Moi j'attendrai, ça vaut le coup. C'est une question de cinéma. En effet, j'ai remarqué qu'il y avait des longs plans séquences et vous nous avez expliqué comment c'était tourné et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Notamment, merci Daniel, parce que j'ai effectivement pensé au théâtre. J'ai trouvé que le jeu était proche du théâtre et qu'on était dans un espace-temps où la caméra nous emmenait, nous accompagnait d'un bout à l'autre. Et j'ai essayé de repérer, mais où est-ce qu'il y a le passage d'un plan à l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Merci. C'est la potion magique, là.
C'est des secrets de fabrication un peu, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est-à-dire qu'on a fait, si vous voulez, on a fait des. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'en même temps qu'on tournait, on montait. Donc c'est-à-dire qu'on avait les effets spéciaux, c'est-à-dire des camions de montage et d'effets spéciaux en parallèle du tournage. Donc c'est-à-dire qu'on tournait un plan par exemple, parce que toute l'idée du film, c'est d'arriver à faire 24 heures en 1h45. Donc on a dû être raccord tout le temps avec la lumière. Donc le rythme, quasiment toute l'histoire du script, on l'a tourné dans l'ordre chronologique des scènes, quasiment, enfin à très peu de choses près, puisqu'il fallait toujours qu'on soit raccord dans la lumière, et donc dans les journées, du matin au soir, et du soir au matin, etc. Donc à chaque fois qu'on tournait un plan, qui pouvait être parfois très long, on testait le raccord avec le plan d'après, parce qu'on savait qu'on ne pourrait plus y revenir. Donc on travaillait souvent sur la transition au moins 1 heure ou 2 dans la journée, de manière extrêmement parfois sommaire. Il faut savoir que le cinéma, c'est pas que de l'ultra, c'est un mélange d'ultra technologie, ce qui est le cas là, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on était même incapable de faire il y a encore quelques années, et de trucs super genre, enfin Molière quoi. On met des bouts de bois par terre pour faire des repères, on met je veux dire, parfois c'est vraiment c'est des choses, les gens n'imaginent pas que c'est à ce point archaïque quoi des fois. Donc c'est toujours la rencontre entre de l'ultra technologie, de l'archaïque qui nous vient de loin, qui nous vient même d'ailleurs du théâtre, hein, les placements, etc., même de la danse. Hein. Moi j'ai vu beaucoup de danse contemporaine dans ma vie, donc des tas de choses que je savais de ça, etc. Donc de la manière dont on positionne les choses au sol, etc. Donc c'est un mélange de tout ça, enfin sur la scène je veux dire. C'est un mélange de ça et puis après de l'improvisation. Mais en tout cas, on prenait toujours le temps de voir si ça marchait et une fois qu'on savait que ça marchait, on passait à l'étape d'après. Donc voilà. Une dernière question très courte. Ça répond à votre question. Oui, bonjour. L'acteur aussi peut s'en exprimer comment il a à l'intérieur évolué là-dedans. Merci. J'aimerais bien. Oui, non, bah après c'était. Ouais, c'était un petit peu comme une chorégraphie avec voilà, mais c'était comme au théâtre, hein, et ça c'est ce qui était assez génial, c'est pour en parler, c'est que ils ont vraiment reconstitué tout un village. Donc même quand je suis arrivé la première fois, j'ouvrais des portes et il y avait vraiment la maison dedans, et je me rappelle lui avoir dit mais il n'y avait pas de toit, vous pouvez faire une façade quoi. Et donc ça donnait pour le jeu une réalité qui était énorme. On allait tous les jours, c'était à 1 heure de Kiev. Rien que d'arriver là-bas, on était déjà, ça faisait 30% du travail, peut-être plus, mais on avait l'impression de vivre dans ce village. Il y avait aussi énormément de figurants, il y avait peut-être 100 figurants, donc une journée à 300, donc il y avait la place du village, il y avait une cantine cachère, il y avait une cantine non cachère aussi. Ouais, le film était caché, on ne tournait pas pendant le Shabbat. Non, mais donc on arrivait et il y avait tous les gens du village en fait, puisque les figurants venaient là aussi tous les jours. Donc il y avait chacun qui avait sa petite vie. Et donc les plans séquences, il y avait vraiment des gens qui restaient tout le temps dans les mêmes zones, qui étaient devenus amis, des gens de la figuration. Donc on avait l'impression vraiment de vivre là-bas, quoi. Et ce qui était, oui, pour le plan séquence, c'est que parfois on partait d'un point du village qui était assez loin, hein, c'était très grand, et on devait faire tout le chemin jusqu'à une maison, à une autre maison. Donc ça, c'était d'une grande aide pour jouer, quoi. Voilà, peut-être Daniel veut aussi dire. Je peux poser ma dernière question ? Oui. Donc j'ai une dernière question toute simple. Je voulais savoir, vous avez parlé de la sortie du film aux États-Unis en mai 24. Est-ce que ça va sortir en France aussi ? Parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Et par ailleurs, je suis désolée, j'arrive peut-être comme un cheveu dans la soupe, mais moi j'avais même pensé en voyant le titre avant de venir que c'était un film ancien. Non, le film mais je vous dis les choses tout simplement. Hein. Mais ça a été un peu médiatisé quand même. On en est à la 9e semaine d'exploitation du film. Il est sorti le 13 décembre.
On a été très très soutenu d'ailleurs par le réseau MK2 qu'il faut soutenir et qu'il faut mentionner, et du Lac aussi. Mais c'est le 3e pays où il sort. Il est déjà sorti en Ukraine et il est sorti en Australie aussi. Enfin, en Australie, il est encore au cinéma, je crois. Enfin, il était jusqu'au mois dernier. Et en Israël, ça il va sortir? Ça, je suis pas dans les. Il sort d'abord aux États-Unis. Enfin, bon, après, je crois Israël et voilà. Mais non, on a eu la chance d'être très 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 exposé médiatiquement pour le coup. Alors ça, j'aurais pas imaginé, mais c'est vrai qu'on a eu à peu près tout ce qui est possible et imaginable, y compris Léa Salamé qui nous avait fait la gentillesse de m'inviter pendant la matinale. Donc il nous reste à vous remercier infiniment pour votre présence. J'avais juste un truc à rajouter, on a personnes qui sont importants dans le film. Tarzan et les Juifs. C'est l'histoire. Oui, absolument. Voilà, mais il y a aussi le monde en Ukraine. Voilà, mais c'est pour la petite histoire, Tarzan, le premier film américain qui a été vraiment massivement diffusé en URSS. C'était un film muet qui était montré dans les campagnes. Donc voilà. Et la prochaine séance, le 10 mars, c'est le seul film juif qui a été tourné en Union soviétique pendant la période de l'Union soviétique. Donc c'est dans le prolongement du film d'aujourd'hui. J'espère vous revoir. Merci.